BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nous clôturerons l'émission avec nos chroniqueurs, notre bibliothécaire, notre globe-trotteur pour des livres qui nous parlent d'histoire et des livres qui nous parlent de ce qui se passe dans le reste du monde. Évidemment, pas d'émission non plus sans tous nos réseaux sociaux. Alors maintenant, vous retrouvez sur tous les réseaux, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, évidemment, Librairie de l'écho, que vous tapez sous toutes ses formes, @Librairie de l'écho, la Librairie de l'écho, pour avoir les menus, les programmes, les replays, etc., etc. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Direction la Chine, aujourd'hui dans la librairie de l'écho après les élections à Taïwan. Alors quel est le véritable enjeu de ces élections? Dans quelle mesure Taïwan est une menace de déstabilisation de l'économie mondiale? Quelles sont les véritables ambitions géopolitiques de la Chine? A-t-elle les moyens de les réaliser? Avec quels partenaires? Quel scénario pour le bras de fer avec l'Occident? Réponse avec nos deux invités. Alice Ekman, bonjour. Bonjour. Alice, vous êtes responsable Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et vous publiez beaucoup, puisque on va parler de deux de vos dernières publications. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Aujourd'hui, oui, alors une publication intéressante, c'est la collection Tract chez Gallimard. Oh, ça fait quand même pas mal de pages. J'ai beaucoup travaillé. Oui, absolument. C'est très réussi. Ça s'appelle Chine-Russie, le grand rapprochement. Et puis, vous venez aussi avec sous le coude votre dernier livre qui s'appelle Dernier vol pour Pékin aux éditions de l'Observatoire. Pierre-Antoine Denet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef de l'AFP. Vous êtes journaliste chez Asialiste. Oui. Et vous publiez L'Empire des illusions aux éditions Saint-Simon. Alors, je rappelle le résultat de l'élection qui s'est tenue à Taïwan. C'est finalement le candidat Lai Ching-te. Comment on prononce, vous qui êtes... Lai Ching-de. D'accord. Très bien, du Parti démocrate progressiste. Donc, c'était le parti qui était déjà au pouvoir depuis 8 ans, qui l'a emporté, qui est partisan du statu quo, finalement, du statut actuel de Taïwan, sans déclaration formelle d'indépendance, mais quand même avec la volonté de consolider le modèle démocratique libéral. Victoire atténuée à l'Assemblée par la victoire du parti plutôt favorable, lui, à davantage de coopération avec Pékin. Bref, quelles leçons il faut tirer de ces élections, Alice Ekman ? Les tensions entre les deux rives, comme on dit, vont se renforcer, bien sûr. Pékin a déjà réagi de différentes manières. Par exemple, l'ambassadeur de Chine en France a déjà dit que féliciter Taïwan pour ne serait-ce que la tenue des élections sans nommer spécifiquement le gagnant tel que l'a fait la diplomatie française, ça posait déjà problème parce qu'ils ont rappelé que selon eux, c'est un candidat et maintenant, ils ne parlent pas de président, mais un représentant politique hostile parce qu'il a déclaré qu'il était un travailleur pragmatique pour l'indépendance. Et ce pragmatique est très important parce que d'un point de vue chinois, il est perçu comme une menace. En réalité, vous l'avez rappelé, une déclaration d'indépendance est très improbable. Il travaille davantage pour le statu quo pour différentes raisons, mais la première, c'est que la majorité de la population taïwanaise est pour le statu quo, même s'ils sont bien conscients de la menace chinoise, plus que jamais, d'autant que Hong Kong est un contre-exemple pour Taïwan, même si la situation est très différente à Hong Kong. Vous vous souvenez, la formule « un pays, deux systèmes » a été employée à Hong Kong, alors qu'a été adoptée une loi sur la sécurité nationale à l'été 2020 qui a changé la dynamique politique à Hong Kong. Parce que formule qu'on essaye de vendre un peu à Taïwan. Voilà, pas un peu, c'est-à-dire que Xi Jinping emploie toujours cette formule vis-à-vis de Taïwan. Et les Taïwanais, qu'ils soient DPP, c'est-à-dire le parti qui a gagné aux élections, ou Kuomintang, sont contre aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire que ce système, cette formule fait peur parce qu'elle a prouvé dans les faits qu'elle n'est pas respectée, en tout cas que la nature politique de Hong Kong a évolué très fortement. Pierre-Antoine Denet, vous dites Taïwan, c'est devenu récemment seulement l'obsession de Xi Jinping. En 2022, pour la première fois,
il déclare que la réunification de Taïwan devra devenir réalité au cours de la présente génération. Pourquoi cette obsession? Vous savez, c'est la seule démocratie du monde chinois, Taïwan. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Ce petit pays de 23,5 millions d'habitants nargue le Parti communiste chinois. Parce que justement, il est exemplaire sur le plan des démocraties. Et je dirais même que c'est la démocratie la plus vivante dans l'ensemble de l'Asie, devant le Japon et la Corée du Sud. Donc l'obsession, elle est là, bien entendu, parce que c'est une véritable menace. Pas tellement militaire, bien sûr, mais idéologique. Alors, l'un comme l'autre, vous vous projetez plus loin dans vos ouvrages, en essayant notamment d'évaluer ce qu'est l'ambition de la Chine sur la scène internationale. Alice Ekman, peut-on affirmer, comme ce fut le cas souvent à propos de l'ère Deng Xiaoping, que la politique étrangère chinoise est toujours essentiellement pragmatique? Non, clairement non. Ça, c'est fini. En fait, ça n'a jamais été que pragmatique. Vous avez raison que Deng Xiaoping, lorsqu'il était au pouvoir, a mis en avant le pragmatisme, en fait, quelle que soit la couleur du chat, qu'il soit blanc ou gris. L'important, c'est qu'il attrape la souris, parce que la Chine est dans une situation économique tellement désastreuse qu'il n'avait pas d'autre priorité que celle du développement économique, de sortir le pays de la pauvreté. Et c'est pas que la Chine n'avait pas d'ambition géopolitique, d'ambition de politique étrangère, en mer de Chine du Sud ou vis-à-vis de Taïwan, mais c'est parce que tout simplement elle était bien consciente qu'elle n'avait pas les moyens financiers premièrement, mais aussi humains, parce qu'énormément, comme vous le savez, l'université avait été fermée par l'avance culturelle, il y avait un déficit de formation des diplomates, des fonctionnaires, etc. Donc il y avait tout un travail de remise sur pied, on va dire, de la Chine de manière très fonctionnelle, mais l'approche idéologique était toujours présente. Deng Xiaoping a dû lutter contre des cadres qui étaient beaucoup plus rouges que lui, puisque lui-même avait été victime de la révolution culturelle, mais il y avait des compromis à faire au sein de l'élite du parti. Et donc aujourd'hui, maintenant que la Chine est deuxième puissance économique mondiale, ça fait déjà quelques temps, à la fin du mandat de Hu Jintao, mais la Chine considère non seulement qu'elle a les moyens de ses ambitions de politique étrangère, c'est aujourd'hui le premier réseau diplomatique mondial si on compte au monde, si on compte le nombre d'ambassades et de consulats, qui dépasse le nombre des ambassades et de consulats américains ou français, mais aussi l'ambition idéologique est renouvelée, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est face à un renouveau idéologique que, de mon point de vue, il ne faut vraiment pas sous-estimer. C'est-à-dire que quand Xi Jinping parle de supériorité du socialisme sur le capitalisme au début de son mandat face à des cadres du parti, alors on peut discuter de l'étiquette, de la définition qu'il met derrière, mais en tout cas, il structure le monde comme une rivalité entre systèmes politiques. Quand aujourd'hui, il parle de modernisation pour le monde, de la Chine comme exemple de modernisation pour le monde, il positionne le système chinois, économique, politique, mais aussi social, comme un exemple pour d'autres pays, en premier lieu des pays dits du Sud global ou développement. Alors, Pierre-Antoine Denet, vous êtes très clair, vous dites, finalement, la politique étrangère mise en œuvre par la Chine aujourd'hui a toutes les caractéristiques d'un impérialisme. Ah oui, mais j'irais même plus loin. Je trouve que la Chine populaire est sur la pente glissante du fascisme. Et je le dis en toute conscience, parce qu'il a tous les pouvoirs, Xi Jinping. Il est, bien sûr, président de la République. Il est aussi secrétaire général du Parti communiste chinois. Et surtout, c'est le chef de la commission militaire centrale. Mais je voudrais rajouter une chose, c'est qu'en fait, contrairement à Deng Xiaoping, justement, comme vous l'avez dit, Alice, lui prêchait la modestie en disant « nous nous ferons des amis à travers le monde en restant modestes ». Et Xi Jinping, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire, c'est l'agressivité, les menaces. Vous parliez de l'ambassadeur de Chine à Paris. On les appelle les loups guerriers. C'est-à-dire, en fait, ils donnent des leçons. Et lui, il était déjà au Canada, il a fait pareil. Et il fait ça aussi à Paris. Et il rate tout, en fait. Parce que les amis de la Chine, il n'y en a plus beaucoup. Il y a la Russie, bien entendu, la Corée du Nord, l'Iran, mais guère d'autres. Donc, pour moi, c'est un fiasco. Et j'ajouterai encore une chose, c'est que la situation économique de la Chine en ce moment est catastrophique. Alors, on va y venir. Mais juste, Alice, est-ce qu'il a vraiment tous les pouvoirs, Xi Jinping, ou est-ce que quand même il est obligé de faire face à des oppositions, à des confrontations internes, à des rivalités? Alors, comme vous savez, le Parti communiste est très opaque. Plus de 95 millions de membres qui sont surveillés et s'autosurveillent. Donc, la surveillance mutuelle, humaine, mais aussi technologique, s'est renforcée. Ouais. Ce qu'on ressent réellement, c'est un sentiment de peur au sein
notamment des cadres du parti, lorsqu'on a l'occasion d'échanger avec eux. Alors c'est un ressenti, mais une peur qui s'est renforcée au cours des 10 dernières années. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? En tout cas, aujourd'hui, moi, je n'aime pas parler de voix dissonantes ou de différentes écoles au sein du parti, parce que notamment en termes de politique étrangère, il n'y a pas de contestation possible, notamment sur le rapprochement avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de contestation, on va dire, en termes de positionnement, certains chercheurs chinois ou diplomates chinois, mais en tout cas, elle ne peut pas s'exprimer. C'est très risqué d'exprimer une contestation des orientations de politique étrangère de Xi Jinping, qui sont supervisées donc, par lui, et qui mènent, par exemple, des grandes initiatives. Comme vous le savez, Nouvelle route de la soie, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont lancées. Il y a eu des échecs, des erreurs, des limitations, mais ça reste le projet phare de Xi Jinping, et en ce sens, il ne doit pas être contesté publiquement et ouvertement. Mais c'est un projet qui est en panne aujourd'hui, non? Alors là-dessus, je pense qu'il faut faire attention, parce que la réception de l'offre chinoise est très diverse. C'est-à-dire que je suis en partie d'accord avec vous, c'est-à-dire que la Chine a perdu des amis ou des partenaires ou des relations, notamment en Europe de l'Ouest, notamment bien sûr en Asie aussi, bien sûr. C'est assez clair. Et puis, il y a aussi la formation d'une coopération dite indo-pacifique, ou de renforcement de coopération face à la menace chinoise, pas uniquement face à la menace chinoise, mais il y a des éléments. Mais il y a aussi d'autres pays, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, dans une partie de l'ASEAN, d'Asie du Sud-Est, qui restent très ouverts aux offres chinoises. Et alors, on peut dire que la Chine est isolée, mais moi, je ne pense pas, parce que quand même, la relation Chine-Russie pèse lourd, la Russie pèse encore très lourd. Oui. On va y venir. Juste une anecdote, moi, qui m'a vraiment interpellé dans votre livre, Pierre-Antoine Donnet. Chaque année, depuis 2012, le Parti communiste chinois publie une version mise à jour de la carte officielle de Chine, carte qui manifestement évolue régulièrement. Et vous dites, dans la version 2023, la carte de Chine inclut l'Arunachal Pradesh, qui est un état de l'Inde dans l'Himalaya, le plateau de l'Aksai-Chin et, pour la première fois, Taïwan quand même. Alors, Taïwan, pas tout à fait. Ça figure bien sûr dans la carte officielle de la Chine. Mais l'espace autour de Taïwan s'est agrandi, faisant partie de la carte officielle de la Chine populaire. Mais si vous voulez, là aussi, c'est une démonstration de l'arrogance. Et je dis bien l'arrogance du Parti communiste chinois et de son chef, Xi Jinping. Vous avez cité l'Arunachal Pradesh. La liste n'est pas close, parce qu'il y a également l'armée populaire de libération qui grignote des terres en Inde, au Népal, au Bhoutan et au Sikkim, Sikkim faisant partie de l'Inde. Donc c'est une des raisons, il y en a d'autres, pour lesquelles effectivement les amis sont de moins en moins nombreux. Alice, vous dites la Chine, en fait son ambition, c'est d'asseoir finalement son influence, sa vision, ses valeurs, et de dominer le monde avec ses valeurs, avec son mode de pensée, et de dominer comme ça l'Occident. C'est pas forcément d'être le monopole, d'avoir le monopole de la géopolitique mondiale, mais d'avoir la domination de la géopolitique mondiale. En fait, elle souhaite marginaliser l'Occident. C'est-à-dire, c'est une diplomatie que je qualifie de comptable. Elle considère que chaque vote compte aux Nations Unies, que chaque pays compte, qu'il n'y a pas de petits pays, et que dans ce contexte-là, il faut tout faire pour marginaliser l'Occident aux Nations Unies, dans les organisations multilatérales. Elle y arrive en partie. Parfois, sur le Xinjiang, elle a réussi à contredire une initiative qui souhaitait conduire une enquête indépendante au Xinjiang. Et elle a réussi à réunir un nombre supérieur de pays au groupe qui demandait une enquête. Donc, ponctuellement, alors on peut dire que oui, c'est les amitiés chinoises, les partenariats chinois sont relativement limités, mais quand même, non. On voit au sein des BRICS, elle a réussi à élargir ce groupe. Ça, c'est un succès diplomatique quand même. On voit aussi que lorsqu'elle organise des forums de haut niveau sur son territoire, comme le forum des Nouvelles routes de la soie, dont la 3e édition a été organisée il y a 2 mois à Pékin, ou le Xiangshan Forum, il y a quand même des représentants de haut niveau dont le nombre n'est pas négligeable.
Et donc, on voit aujourd'hui que la Chine essaye de se positionner comme le leader d'un monde alternatif, très clairement anti-occidental, de manière très virulente, hein, très vraiment anti-occidentale. Pour elle, la Russie est un des piliers de ce front anti-occidental, anti-américain en premier lieu, mais pas uniquement. L'Iran est un partenaire très important. On m'a parlé de la Corée du Nord, mais aussi des pays qui ne sont pas des puissances diplomatiques, mais qui vont suivre dans les instances multilatérales, etc. Alors en effet, il y a des oppositions majeures avec certains pays dits émergents ou BRICS comme l'Inde, mais il y a beaucoup d'autres pays qui suivent les initiatives. Il y a une contradiction qui m'est apparue en lisant vos deux ouvrages que j'ai trouvé assez saisissantes. Vous dites à la fois la Chine nous connaît, nous occidentaux, beaucoup mieux qu'on ne la connaît, et en même temps vous dites les Chinois finalement ne savent pas grand-chose sur les Chinois eux-mêmes. C'est-à-dire, vous savez, la propagande est telle à l'intérieur de la Chine, ce sont des tombereaux de désinformation, et c'est le seul choix qu'a la population chinoise. Alors bien entendu, on peut comprendre que largement plus de 90% de la population célèbre Xi Jinping, qui a rendu l'honneur à la Chine. Et cette politique conquérante, c'est pareil. En fait, ils sont largement derrière. Parce que pour eux, c'est un nationalisme forcené qui est d'ailleurs cultivé par le Parti communiste chinois. Donc c'est carrément effrayant. Alors, toute la question, Alice, Pierre-Antoine, c'est est-ce que la Chine a les moyens de ses ambitions? Et alors, Pierre-Antoine Denay, vous avez un diagnostic finalement assez tranché sur la puissance chinoise. Vous dites... la Chine, finalement, a déjà atteint le paroxysme de sa puissance et elle est vouée à un inexorable déclin. Alors, certes, mais je vais quand même modérer cela. C'est-à-dire que, vous savez, la situation internationale est tellement mouvante, fluide, que c'est difficile de s'aventurer à donner un pronostic, ne serait-ce que dans 2 ans. Oui, mais vous dites ses voisins font mieux qu'elle maintenant sur le plan économique. Ça, c'est clair, bien sûr, ça n'est plus le modèle ni le moteur de la croissance régionale. Mais écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que le rêve de devenir la première puissance économique mondiale s'est effondré. Moi, je pense que probablement dans les 10 ou 20 ans qui viennent, la Chine ne sera pas la première puissance économique du monde. Ça, c'est pour moi une certitude. Pourquoi? Parce qu'elle sera vieille avant d'être riche Oui, il y a ça. Et puis, si vous voulez, en fait, il y a eu des erreurs tragiques économiques en Chine. Par exemple, le parti et tous ses sbires à travers la Chine ont été grisés par la puissance chinoise. Ce qui fait qu'il y a eu des opérations de construction qui sont totalement inutiles, des aéroports, des autoroutes. Mais dans des provinces pauvres comme le Guizhou, c'est totalement inutile. Par exemple, un autre exemple qui pour moi est probant, l'immobilier. L'immobilier, il y a eu un espoir immense pour notamment les personnes âgées, pour leur retraite. Le système de retraite en Chine est vraiment embryonnaire. C'est une catastrophe. Cette spéculation immobilière, aujourd'hui, on voit que près de 50% de ces bâtiments sont vides. Certains qui sont en construction ne seront jamais achevés. Mais la technologie, l'armée, la défense, la Chine atteint peut-être un niveau de développement et de puissance que même l'Union soviétique n'avait pas atteint. Ah non, mais ça c'est une certitude, ils vont bien au-delà. Mais là c'est pareil, quand on voit cet équilibre des puissances, si d'aventure, je pense qu'il ne le fera pas parce qu'il c'est quand même quelqu'un de rationnel, si Xi Jinping déclarait une guerre chaude avec Taïwan, ce serait bien sûr une catastrophe mondiale, mais au-delà de ça, s'il le fait maintenant, et il le sait pertinemment lui-même, l'armée chinoise perdrait. Et juste, je rajouterais une chose, c'est que si c'était le cas, là, Taïwan déclarait formellement son indépendance et serait reconnu par un certain nombre de pays. Alors, Alice Ekman, pour tenir ses objectifs, on voit que la Chine a besoin d'alliés, et on pense évidemment à la Russie. Et vous insistez sur un point, vous dites ça fait 10 ans qu'on sous-estime l'intensité et l'importance du rapprochement entre la Russie et la Chine. Oui, on sous-estime beaucoup de choses quand on parle de la Chine, mais je sais aussi la transition avec ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Mais je nuancerai un peu, je pense qu'on a beaucoup sous-estimé les capacités de la Chine, les capacités diplomatiques tout d'abord. On disait encore il y a 10 ans, il y a 15 ans, lorsque Hu Jintao
disait qu'il voulait piloter la réforme de la gouvernance mondiale, que la Chine voulait être plus présente dans les institutions multilatérales. On dit elle ne va pas y arriver, elle s'y prend mal avec ses gros sabots, elle n'arrivera pas à être plus influente. On a quand même vu qu'elle a réussi à présider 4 des 15 agences des Nations Unies. Ce n'est pas rien. On voit quand même qu'elle arrive à élargir les BRICS, encore une fois. On voit quand même qu'elle arrive à créer des dynamiques de lobbying et d'influence en institution pour soutenir ses intérêts. Donc ce n'est pas rien. On a aussi dit, il y a longtemps et encore aujourd'hui, la Chine n'est pas capable d'innover. On voit aujourd'hui quand même les véhicules électriques, c'est quand même une puissance technologique indéniable, avec des limites que l'on connaît, des limites politiques, des limites institutionnelles très fortes, une bureaucratie très lourde. Mais pour Chine aussi, et on y revient, je pense que ça fait 10 ans réellement qu'on se plante dans l'analyse. Alors je ne m'inclus pas dans l'analyse, c'est une critique modeste de l'analyse, mais je pense, voilà, depuis 10 ans, on a assez d'éléments pour dire que c'est beaucoup plus qu'un mariage. Face à l'OTAN. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et puis il y a des complémentarités incroyables. Ouais. C'est-à-dire que l'un a les ressources naturelles que l'autre n'a pas, l'autre a la technologie que le premier aimerait avoir, l'un manque d'espace, l'autre en a plein. Enfin, je veux dire, c'est une complémentarité. Vous vous souvenez, hein, Manuel, en 2014, après l'annexion de la Crimée, lorsque la Russie s'est tournée vers la Chine pour trouver des débouchés pour ces hydrocarbures face aux sanctions occidentales, on a dit très bien, c'est un tournant, c'est une orientation pragmatique qui ne va pas durer. La Russie n'a pas d'autre alternative que de se tourner vers l'Est, la Chine, mais aussi le Japon à l'époque. Mais ça ne va pas durer parce que finalement, ils n'ont pas d'intérêt commun, ils n'ont pas de convergence conceptuelle ni idéologique. C'est juste une histoire de marché, de négociation pour des ressources énergétiques à bas coût pour une Chine qui est relativement pauvre en énergie. Et ça ne va vraiment pas durer. Et on le dit encore 10 ans après, alors que ça fait 10 ans que ce rapprochement dure, mais pas uniquement dans le domaine énergétique, dans le domaine économique, dans le domaine technologique, spatial, nucléaire. Par exemple, pour donner et militaire. Et ce qui est très intéressant à analyser, c'est pas uniquement le rapprochement sur la durée, sur ces 10 années, c'est le rapprochement depuis l'invasion par la Russie de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on voit bien que même après cette invasion, le rapprochement s'est prolongé, le rapprochement sino-russe. En 2022, le volume d'échanges commerciaux a augmenté de 30% entre la Chine et la Russie par rapport à l'année précédente, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, Xi Jinping ne cesse de répéter que la Russie est un partenaire très très important, que c'est un ami incontournable, ne cesse de dérouler le tapis rouge à Vladimir Poutine. Les rencontres de haut niveau sont très fréquentes et ils ont réellement un intérêt, en tout cas c'est comme ça que la Chine le perçoit, un intérêt à faire front ensemble contre les États-Unis. Pierre-Antoine Donnet, comment va évoluer le rapport de force entre Occident et démocratie d'un côté, et puis Chine, Russie et démocratie autoritaire de l'autre? Avant cela, je voulais juste prolonger ce que vous disiez, Alice. Les dirigeants chinois sont très malins, bien sûr. Pour éviter les sanctions occidentales, ils ne montrent pas leur vrai visage, mais ils livrent des guerres, ce que j'appelle par procuration. C'est-à-dire qu'ils utilisent la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. L'Iran, on le voit bien sur le théâtre au Moyen-Orient aujourd'hui. Et donc, ils attendent leur tour. S'il y avait ces sanctions commerciales pour l'économie chinoise, ce serait un désastre absolu. Donc, ils attendent. Et effectivement, là, pour répondre à votre question, il y a quelques échéances qui sont capitales. Et la plus importante, c'est en novembre prochain aux États-Unis. Oui. Parce que si... Qu'est-ce qui se passe si Donald Trump est le président? Et voilà, donc ils attendent ça. Ils savent très bien que de Joe Biden, ils n'obtiendront rien. Leur rencontre dernièrement en Californie, Xi Jinping a montré un visage bienveillant, il a souri, il a donné quelques concessions, pas beaucoup, mais voilà. L'image était là. Mais ils attendent. Et Joe Biden, bien sûr, le sait pertinemment. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de course de vitesse. Est-ce que Joe Biden va être réélu ou pas? Si ce n'est pas le cas, et si c'est son concurrent qui sera élu, là, ce sera une bénédiction absolue pour la Chine, la Russie, l'Ukraine, la Corée du Nord. La bande des quatre, j'appelle ça la bande des quatre. L'Ukraine, non. Non. Corée du Nord, Chine, Russie et Iran. Ah oui, parce que vous aviez dit Ukraine. Oui. Alice, on va vers ce que vous appelez une bimondialisation. Oui, c'est-à-dire C'est quoi cette bimondialisation? Non, mais c'est-à-dire que avant la guerre et les deux guerres auxquelles on fait face aujourd'hui, on est toujours dans un contexte de sanctions commerciales et technologiques entre la Chine et les États-Unis, et que les deux pays s'organisent, même s'ils sont bien conscients que l'interdépendance économique reste forte, les deux pays s'organisent pour être moins dépendants de l'un de l'autre. C'est vrai des États-Unis qui parlaient de decoupling et maintenant parlent de de-risking, dérisquage, quel que soit le terme. Ça va prendre du temps, c'est une tendance de long terme, mais c'est vrai aussi du côté de la Chine.
La Chine a compris, face à ces sanctions et contre-sanctions, mais aussi pendant la période du Covid, qui était très dépendante de composants technologiques étrangers, américains et pas seulement, et qu'il fallait tout faire pour renforcer la production sino-chinoise, hein, face à, par exemple, aux sanctions touchant Huawei. L'entreprise téléphonie et de réseau téléphonique a eu des problèmes pour développer des téléphones de nouvelle génération qui avaient toujours la 5G. À un moment, elle a même régressé parce qu'en fait, elle était tellement dépendante de composants étrangers qui étaient sous sanction que finalement, elle ne pouvait pas toujours tenir le rythme. Et maintenant, elle fait tout pour produire ce qu'elle importait autrefois. Et aujourd'hui, par exemple, cette marque de téléphone arrive à reproduire des téléphones de dernière génération. C'est un exemple parmi d'autres, mais elle a regardé aussi la est-ce qu'on va vers deux mondes finalement qui chacun s'organise avec leurs flux financiers, avec leur technologie, oui, avec leurs réseaux sociaux mais la question c'est, est-ce qu'ils vont devenir plutôt indifférents l'un à l'autre ou est-ce que on va aller vers une espèce de rivalité grandissante? Non, en fait, bimondialisation, ce concept qui est prospectif pour le bien de l'analyse de long terme, il est trop doux aujourd'hui après les guerres, en fait, dans un contexte de guerre. C'est-à-dire que c'était une façon de conceptualiser cette bifurcation commerciale et technologique qui est encore une fois une tendance de long terme. Hein. On n'y est pas encore, mais en tout cas, la Chine s'organise pour cela. Mais aujourd'hui, dans un monde de sanctions et contre-sanctions, on est entré aussi dans la lumière d'une bimondialisation qu'on pourrait qualifier de violente, particulièrement violente. C'est aussi couper des câbles sous-marins, c'est des guerres satellitaires, c'est réellement les réseaux sociaux aussi. C'est pas uniquement la censure traditionnelle sur le territoire chinois des réseaux sociaux étrangers, c'est vraiment aussi des campagnes de désinformation sur les réseaux étrangers. Bon, j'arrête là, mais on est vraiment une période violente à tous les Et oui, on s'arrête là, on aurait bien continué, mais nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Pierre-Antoine Donnet, L'Empire des illusions, c'est aux éditions Saint-Simon. Alice Ekman, vous êtes venue avec votre dernier vol pour Pékin aux éditions L'Observatoire. Et puis Chine-Russie, le grand rapprochement dans la très sympathique collection Tract Gallimard. Très sympathique, mais très dense. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.